Pour cette deuxième partie de matinée, on accueille Clarisse Bardio de l'Université de Valenciennes et Lorella Abenavoli. Clarisse Bardio va nous parler de préserver les arts de la scène et au temps du numérique. Elle est maître de conférence à l'Université de Valenciennes et chercheuse associée au laboratoire Artisciency Lab, Experimental Publishing Initiative, à l'Université du Texas à Dallas. Donc, ces axes de recherche concernent l'histoire et l'esthétique des digital performances, les relations art, sciences, technologie, la conservation des œuvres numériques et les nouvelles formes d'édition. Après avoir contribué au programme DOCAM, elle développe actuellement Recall, un environnement open source pour documenter, analyser les processus de création et simplifier la reprise des œuvres. Elle a notamment publié Art de la scène et technologie numérique, les digital performances, dans la collection Les Basiques, Leonardo Olat, en juin 2013, et également Nine Evening Theatre and Engineering, un site internet de la fondation Daniel Langlois en mai 2006. Donc voilà, je lui laisse donc la parole. Comme tout à l'heure, on va d'abord écouter Clarisse et ensuite on écoutera Lorella, et puis on aura un temps d'échange avant de partir déjeuner. Voilà, merci. Merci. Bonjour. Merci beaucoup pour l'organisation de ces deux journées. Je suis ravie d'être ici. Jean Dubois, tout à l'heure, évoquait justement le fait qu'il considérait qu'il était finalement plus proche des arts de la scène que des arts plastiques en faisant des arts numériques. Et c'est exactement finalement ce que je vais essayer de développer ici. Peut-être juste effectivement dire en introduction que ces recherches sont nées dans le contexte du programme DOCAM que Alain Despoca présentera demain. Et qui a été pour moi effectivement un contexte de réflexion, de partage d'idées extrêmement important. Alors, je voulais peut-être commencer par ceci, qui est la toute première performance qui a été acquise dans une collection permanente d'un musée, à savoir la Tate Moderne, en 2004. Et à la suite de la Tate, il y a plusieurs musées qui ont créé des départements qu'ils ont nommés Time-Based Media Art. Alors, cette temporalité dans le Time-Based Media Art, elle est en fait de deux ordres. Dans un premier temps, c'est tout simplement parce que l'œuvre ne peut se percevoir que dans la durée de son déroulement. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui est très important dans les musées, qui normalement sont attachés à présenter des œuvres dont on dit que ce sont des œuvres qui sont dans le cadre de l'art de l'espace. Et également d'un deuxième point de vue, qui est que effectivement l'œuvre est éphémère, finalement d'un point de vue ontologique. Et c'est le cas de la performance ou du point de vue de l'obsolescence technologique des médias qui composent cette œuvre. Donc finalement, la complexité et la nouveauté des défis de conservation qui sont engendrés par cette nouvelle catégorie d'œuvres va mener à la constitution de ces départements spécifiques dans plusieurs musées suite justement à l'initiative de la Tate. Donc on va retrouver dans un certain nombre de musées des départements consacrés au Time-Based Media Art qui comprennent des performances, des installations, des œuvres sur bande vidéo, etc., etc. Alors, ces questions, en fait, sortent justement complètement du cadre du musée, même si le contexte que l'on vient très rapidement d'évoquer leur confère davantage peut-être d'acuité dans ce contexte précis. En fait, elles concernent l'ensemble des arts de la scène, tant la possibilité du répertoire, de la reprise que de la reconstitution, qui sont trois moments, trois temps différents par rapport aux arts de la scène. Même si je ne vais pas m'étendre forcément sur cette question-là. Peut-être juste simplement dire qu'effectivement, l'entrée au répertoire, cela veut dire que l'œuvre qui rentre dans le répertoire, par exemple, d'un opéra ou d'un ballet, potentiellement peut être rejouée dans des dizaines, dans des centaines d'années plus tard. La reprise va plutôt considérer le cas d'une compagnie qui va, des mois ou quelques années après la première d'une œuvre, eh bien, la réadapter, peut-être parfois à un autre contexte, peut-être avec une nouvelle distribution, puisque les acteurs sont aussi des composants fortement périssables, ou en tout cas avec des plannings qui sont parfois surchargés. Donc, ce qui explique qu'il y a parfois plusieurs distributions pour une même pièce.
Et donc voilà, donc il y a aussi cette question de la reprise au sein même des compagnies de théâtre, et également aujourd'hui de plus en plus la question de la reconstitution, c'est-à-dire le fait de pouvoir voilà, rejouer très souvent à partir de documents des œuvres qui datent voilà, de dizaines, parfois de quasiment d'une centaine d'années ou de plusieurs centaines d'années pour essayer de les restituer aujourd'hui. Alors, cela est effectivement extrêmement important. Comme vous l'avez précisé, en fait, quand vous m'avez présenté, moi j'ai surtout travaillé sur ce qu'on appelle les digital performances, donc vraiment les liens entre l'art de la scène et les technologies numériques. Mais aujourd'hui, cette question-là s'étend quasiment à tous les spectacles, puisque, sauf les rares spectacles qui fonctionnent encore à la bougie ou en plein air, et encore en plein air, on a aussi des régies numériques. Et donc tous les spectacles qui font appel à tout simplement de l'éclairage ou du son ou de la vidéo, ce qui est quand même aujourd'hui, je dirais peut-être 90% des spectacles, eh bien ces spectacles-là sont confrontés, ne serait-ce que pour les régies, à l'obsolescence des technologies. Et elles le sont aussi dans la durée même de la création des spectacles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un cycle de création pour un spectacle, depuis les premières idées jusqu'à la première, c'est à peu près 4 années, avec toutes les phases de résidence qui peuvent avoir lieu entre. Et 4 ans, en fait, c'est un cycle technologique. Donc, en 4 ans, vous vous retrouvez confronté à devoir mettre à jour votre régie, ne serait-ce que pour pouvoir commencer à tourner le spectacle. Voilà. Alors, du coup, comment faire pour assurer la tournée des spectacles? Comment organiser et conserver la mémoire de l'éphémère? Comment préserver finalement les arts de la scène? Alors, la réponse, elle semble assez simple, c'est en documentant. Alors, la réponse, elle est simple, mais en fait, le comment documenter, comment faire est beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre. Donc, comment documenter les arts de la scène? Alors, depuis les années 60, essentiellement, la réponse, c'est la captation vidéo. Alors, la captation vidéo, ça a été avant la capture du mouvement, puisque si aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui travaillent sur la documentation, notamment du corps des danseurs à partir de captation du mouvement, même si je ne vais pas du tout évoquer ce point-là aujourd'hui. Et donc finalement, la captation vidéo, ça a été pendant très longtemps et encore aujourd'hui, la réponse à l'archivage de ce document qui est le corps de l'interprète. Alors cela a provoqué beaucoup de débats depuis les années 60. On a beaucoup considéré que la captation était aussi une trahison de l'œuvre originale, même si en fait elle s'est aujourd'hui vraiment banalisée et que quasiment aujourd'hui tous les artistes produisent des captations vidéo de leurs spectacles. Et ceci pas forcément à des fins de documentation, mais à des fins de publicité des œuvres, puisque c'est ce qui leur permet aussi de faire connaître les spectacles, tout simplement pour pouvoir faire en sorte d'être programmés dans différents théâtres et donc de pouvoir prolonger l'exploitation des œuvres. Alors, si la captation est un document essentiel, elle n'en est pas moins extrêmement problématique et comporte de très nombreux biais. Ceci est donc un extrait, une captation vidéo d'un spectacle de Adrien Mondeau et Claire Bardenne. Vous voyez bien qu'on est confronté, ne serait-ce que dans cet extrait-là, à énormément de problématiques. D'une part parce qu'il y a la question du cadrage, d'autre part parce que très souvent dans le spectacle vivant, eh bien, on filme dans le noir, donc très souvent c'est beaucoup trop sombre pour la sensibilité des caméras, même si les choses tendent à s'améliorer. Et également dans cet exemple, je pense que vous ne savez pas exactement s'il s'agit d'un dispositif avec de l'interactivité temps réel, si la danseuse utilise ou non des capteurs, etc. etc. Alors, donc ça, c'est l'un des problèmes, c'est qu'effectivement, la captation vidéo n'est pas forcément le document qui nous permettrait de résoudre tous les problèmes de documentation. L'autre problème, et il est de plus en plus important aujourd'hui, c'est qu'en fait, le processus de création en lui-même génère une très très grande quantité de documents. Et la captation vidéo, dans ce contexte-là, n'est finalement que la partie immergée de l'iceberg. Donc, en ce qui concerne les processus de création, vous pouvez vous retrouver avec, pour cette étude de cas-là,
10 360 documents pour une œuvre qui certes est très complexe, c'est-à-dire que donc il s'agit de Rewalden de Jean-François Perret. Donc il y a eu plusieurs variantes scéniques de ce spectacle, deux versions installation, un environnement dans Second Life, une version concert, etc., etc. Et je n'ai pas récupéré encore tous les documents de l'ensemble de l'équipe artistique. Donc dans ces documents, la captation vidéo, finalement, va représenter peut-être, je crois, sur ces 10 360 documents, 4 documents, à peu près. Donc le reste, qu'est-ce que c'est? Ce sont des fichiers qui peuvent concerner des fichiers de production de l'œuvre, donc des logiciels, qui peuvent être des photographies, qui peuvent être des textes, qui peuvent être également toute une série de documents de production avec des plannings, des budgets, des documents de contact, des échanges de mails, etc., etc. Et donc, on rentre dans un problème qui est un problème en fait de ce que l'on appelle aux États-Unis, enfin en tout cas dans le monde anglo-saxon, le Bound Cultural Heritage, donc ce patrimoine nativement numérique qui constitue à la fois les processus de création et également les œuvres elles-mêmes. Donc ce patrimoine nativement numérique, il nous pose de plus en plus de problèmes puisqu'il concerne à la fois les documents du processus de création et les documents qui constituent l'œuvre elle-même. Et que le bonheur, en général, c'est qu'en plus, ils sont tous mélangés quand on récupère les disques durs des artistes, ce qui fait qu'il n'est pas non plus forcément très aisé de distinguer les uns des autres. Voilà. Alors, aussi, quand même, pour approfondir, enfin, juste pour, pas approfondir, mais mentionner une chose, c'est que ces traces numériques sont aussi des éléments parcellaires de l'œuvre elle-même, puisqu'il y a bien évidemment des éléments de hardware, qu'il y a des costumes, qu'il y a des décors, et que donc là, ce dont je vais vous parler à partir de maintenant ne concerne finalement que les traces numériques des arts de la scène. Ces deux problèmes, donc on va dire l'obsolescence des technologies et la question finalement du big data, qui est un petit big data mais qui commence à être un peu embêtant quand même pour les chercheurs, parce que nous normalement on est confronté à quelques centaines de documents pour une seule œuvre, mais quand là vous avez affaire à plusieurs milliers de documents pour une œuvre, cela devient aussi très très compliqué d'analyser les documents un par un. Donc vous ne pouvez pas tous les lire un par un pour reconstituer un processus de création. Donc ce sont ces deux ensembles de questions qui m'ont amené à mettre en place un projet de recherche qui est né dans le contexte de DOCAM, même s'il ne s'appelait pas encore comme ça à l'époque, et qui aujourd'hui s'appelle Recall. Alors, pour mener ce projet, il y a une équipe derrière ce projet. Donc moi, j'en suis à l'initiative. Pour vous présenter rapidement cette équipe, parce que c'est extrêmement important pour moi de dire que tout ça se développe aussi, c'est une réflexion qui se développe en collaboration avec un certain nombre de personnes. Donc notamment Thierry Cauduit, qui est donc compositeur, qui est aussi quelqu'un qui gère des régies extrêmement complexes pour la musique contemporaine et qui est l'assistant musical de grands compositeurs comme Pascal Dussapin. Il a aussi eu l'occasion de travailler avec Luciano Berio, avec un certain nombre vraiment de figures phares de la musique contemporaine sur des régies qui sont considérées comme parmi les plus complexes. Ensuite, Edwige Perrault qui nous a rejoint il y a 2 ans à peu près pour travailler plutôt sur un volet médiation numérique, pédagogie. Ensuite, en dessous, vous avez Guillaume Jacquemin et Guillaume Marais qui sont les 2 développeurs des 2 logiciels que je vais vous présenter dans un instant, et Estelle Senet qui, elle, est l'ingénieure réseau qui a travaillé plutôt sur MemoryCall. Alors, l'objectif de Recall, en fait, il y a 2 objectifs dans ce projet. Le premier, c'est d'aider les artistes à documenter les œuvres, notamment pour effectuer des reprises. Tout simplement parce qu'en fait, les artistes sont les premiers conservateurs de leurs œuvres. C'est un petit peu ce qui a été évoqué tout à l'heure dans l'expérience de Jean Dubois. Et que finalement, la portion des œuvres qui sont conservées dans les grandes institutions, que ce soit les musées ou aussi pour les arts de la scène, les opéras ou les maisons de répertoire, concernent finalement un nombre extrêmement restreint d'œuvres. Je ne pense même pas qu'on soit sur du 1%.
Donc l'idée, c'était vraiment d'essayer déjà d'aider les artistes à documenter leurs œuvres, à essayer de leur donner des outils qui pouvaient les aider pour conserver leur propre production. Le deuxième objectif, c'est d'aider les chercheurs, puisqu'en fait, il y a toute une partie du travail de recherche, notamment quand on est historien de l'art, qui est donc de reconstituer la génétique des œuvres, donc tout ce qui est de l'ordre de la compréhension des processus de création, et cette fois-ci de le faire dans un contexte de patrimoine nativement numérique et de big data. Et donc tout à l'heure, ce que je vous disais, c'est qu'effectivement, pour nous, il devient extrêmement compliqué de travailler avec nos techniques, avec nos méthodologies habituelles, qui étaient grosso modo, vous arriviez dans un centre d'archives et vous saviez que vous aviez 3 mètres linéaires de boîtes, vous ouvriez toutes les boîtes et vous épluchiez les documents un par un. Là, ce n'est plus possible parce que vous n'avez tout simplement pas le temps matériel de le faire, sauf à moins de décider que vous consacrez votre vie à un artiste ou à une œuvre, ce qui n'est pas mon cas pour ce qui me concerne. Beaucoup trop éclectique dans mes choix. Voilà. Alors, à partir de ce moment-là, on a mis en place un certain nombre de principes. Le premier principe, c'est de documenter les œuvres dès le début du processus de création. Et donc de faire en sorte que Recall puisse suivre vraiment le processus de création depuis les premières idées et accompagne ça jusqu'aux différentes adaptations, y compris pendant la durée de vie de l'œuvre. Et que cela se fasse de manière transparente, puisque les artistes ne sont pas des archivistes, qu'ils n'ont pas le temps de s'en occuper et que l'on ne va pas non plus les former aux techniques d'archivistique. Et donc il fallait que ça se passe de manière très légère et quasiment sans que l'artiste ait à se soucier de cette documentation qui se fait au fur et à mesure du processus de création, quasiment dans son dos. L'autre chose, c'est que, bien évidemment, la captation vidéo demeure quand même un document majeur. Et donc, finalement, comment, une fois que l'œuvre est créée, qu'elle s'est en quelque sorte stabilisée, ou en tout cas qu'elle est à un état qui est considéré comme un état qui d'un seul coup devient public, en tout cas une forme qui va être montrée, comment documenter cette étape-là à partir de la captation vidéo, puisqu'on continue à considérer qu'il s'agit d'un des documents majeurs, mais qu'en même temps, il faut arriver à en pallier les différents biais. Alors, quand on regarde les stratégies de documentation, et cela revient un petit peu d'ailleurs à ce qui a été évoqué tout à l'heure avec Goodman, dans le spectacle vivant, l'une des premières stratégies de documentation, c'est la question de la notation, c'est-à-dire comment faire des partitions. Alors ça marche à peu près bien pour la musique jusqu'au début du XXe siècle. Et déjà, la musique elle-même est confrontée à la question de la mise en partition. Mettre en partition un patch MaxMSP, pour ceux qui le connaissent, c'est quand même pas si simple que ça. Pour la musique, pour le théâtre, en fait, nous n'avons pas de système de partition généralisé. Il y en a quelques-uns pour la danse, la notation Bénèche ou la notation Laban. Mais ces systèmes de notation sont finalement très peu employés pour différentes raisons sur lesquelles on pourra revenir pendant les questions. La deuxième stratégie de documentation qui est employée, c'est au sens très très large du terme, la question de l'annotation, c'est-à-dire faire des commentaires, faire des descriptions. Et on pourrait en imaginer un troisième qui est la dénotation. C'est-à-dire essayer finalement de s'écarter de la lecture du document lui-même pour essayer d'avoir une vue d'ensemble de l'ensemble des documents qui constituent le corpus sur lequel on va s'appuyer pour documenter une œuvre. Si l'on s'attache aux questions de notation et d'annotation, on est finalement dans une approche assez classique qui est ce qu'on appelle la lecture de près, le close reading, c'est-à-dire qu'on lit tous les documents un par un. Alors que la dénotation va relever d'une autre approche, qui est ce que Franco Moretti a théorisé en littérature, qui s'appelle le distant reading, c'est-à-dire la lecture de loin. Ce que l'on pourrait finalement interpréter comme étant de la visualisation de données, et vous allez voir que je vais revenir finalement sur ces questions-là après. Donc, aujourd'hui, finalement, pour moi, l'un des grands problèmes,
Parce que quand on est en visualisation de données, très souvent, on perd le document, on perd la relation avec la source elle-même, on perd la relation avec le document. Et donc, tout l'un des enjeux de ces systèmes, c'est d'essayer de faire en sorte de pouvoir aller et venir entre la lecture de près et la lecture de loin. Et donc, comment est-ce que finalement on va pouvoir naviguer dans différentes échelles de lecture des documents pour pouvoir parfois être très très proche de la lecture et s'arrêter vraiment à une citation, à une annotation très précise dans un document, sur un manuscrit, etc. Et en même temps pouvoir avoir une vue d'ensemble du corpus. Et que va pouvoir nous raconter cette vue d'ensemble du corpus? Alors, voilà, donc c'est à partir, si vous voulez, de ces principes-là que j'ai commencé à imaginer le développement d'un premier logiciel et d'un second, que je vais vous présenter très rapidement. Simplement pour vous présenter l'architecture actuelle, donc il y a la question de la notation, de la dénotation et de la notation. Pour le moment, la question de la notation est vraiment n'a pas été traitée, donc ça fait partie des chantiers à suivre. Mais on s'est concentré sur la question de la dénotation et de l'annotation. Donc d'une part avec MemoRecall et d'autre part avec Recall. Donc je vais commencer par Recall, dont grosso modo le principe c'est d'amener dans un même environnement tout type de documents, que ce soit des images, des textes, des logiciels, des sons, des vidéos, des tableaux, vraiment absolument tout type de document numérique qui va pouvoir être consulté dans une même interface. D'habitude, quand vous traitez du big data, vous avez un logiciel qui va être spécifique pour le traitement du texte, un logiciel qui va être spécifique pour le traitement de l'image, etc. Donc, ce que fait Recall, déjà, qui est donc l'un des apports de ce logiciel, c'est de pouvoir être dans un environnement multimodal qui va donc pouvoir vous permettre de traiter tout type de documents dans la même interface. Ensuite, le principe, ça va être de structurer les documents en faisant de l'extraction des métadonnées des documents. Les métadonnées, c'est toutes ces informations qui sont au-dessus du document. Ça va être le titre du document, l'auteur du document, quand on l'a, ce n'est pas toujours le cas, la date, et également parfois des métadonnées qui vont être extrêmement riches. Par exemple, un document, pour vous donner un exemple, les images en PSD de Photoshop garde toutes les manipulations que vous avez faites sur l'image en métadonnées. Donc vous savez exactement s'il y a eu un retournement, s'il y a eu un recadrage, etc., etc. Donc on peut avoir des métadonnées extrêmement riches et parfois des métadonnées extrêmement pauvres. Donc voici l'interface de Recall et je vais vous projeter simplement une démonstration du logiciel, ce sera plus rapide. Est-ce que ça se lance? Ouais. Voilà. Donc, ce que fait Recall dans un premier temps, c'est quand vous allez, en fait, dans un dossier, vous mettez tous les documents qui concernent une œuvre avec son architecture originale, ses sous-dossiers, voilà, l'articulation dans laquelle elle a été construite de base. Donc, ce que fait Recall dans un premier temps, c'est qu'il vous prend tous les documents et dans l'interface supérieure, vous avez une vue d'ensemble de tout le corpus réparti par type de document. Dans l'espace inférieur, c'est un espace de visualisation de données où un point égale un document. Et si vous cliquez sur l'un de ces points, vous avez à droite une fenêtre qui vous donne des informations sur les métadonnées, qui vous permet d'avoir un aperçu du document. Et ensuite, si vous cliquez sur ce document, vous allez l'ouvrir dans son contexte d'origine. La première façon de classer les documents, c'est par auteur de document et date de création. Donc là déjà, sur cette première vue, vous savez à peu près qui a travaillé quand. Donc ça, c'est déjà une première vue sur le processus de création. C'est de savoir quand les gens ont travaillé, en tout cas d'un point de vue numérique, encore une fois, ce ne sont que les traces numériques, sur le processus de création. Et ensuite, en jouant avec les axes horizontaux et verticaux ainsi qu'avec les couleurs, vous allez pouvoir afficher ces documents de manière différente. Et là, donc ça c'est un autre affichage.
par type de document. Et donc là, d'un seul coup, dans cette vue-là, vous voyez à quel moment on a travaillé sur le texte, à quel moment on a travaillé sur l'image, et comment, d'un seul coup, les choses se sont tissées au cours du temps, au cours du processus de création. Donc vous voyez, la dénotation, finalement, c'est cette façon de commencer à récupérer des informations sur un processus de création, sans forcément avoir accès, sans forcément lire le document de près, mais en ayant une lecture de loin de ces documents pour avoir une vision d'ensemble du processus. Alors, bien évidemment, le problème des métadonnées, c'est qu'en général, elles sont incomplètes et qu'elles sont fausses. Donc, ce que permet aussi Recall, ça va être de corriger les métadonnées, mais sans perdre l'information d'origine. Ça, c'est extrêmement important en archivistique, c'est de ne pas perdre l'information source. L'autre chose qui est possible, c'est de taguer les documents, donc soit par groupe, soit par paquet, soit de manière individuelle. Et ça va par exemple vous permettre de suivre l'évolution d'une idée, d'une personne à une autre ou d'un document à un autre. Voilà. L'autre enjeu de Recall, c'est de repérer quels vont être les documents importants dans un processus. Et donc la dénotation va vous permettre d'identifier ces documents importants. Et donc ces documents importants, et bien à ce moment-là, vous allez peut-être pouvoir engager des mesures de conservation et de préservation ou pouvoir en faire une lecture détaillée selon l'optique que vous avez par rapport à ce document. Voilà. Donc ça, c'est une présentation rapide de Recall. Le deuxième outil que j'ai développé suite à Recall, c'est MemoRecall, qui est un peu donc, son petit frère, mais qui travaille plus précisément sur la question de la captation vidéo. Alors, Recall est un logiciel qui doit être téléchargé sur votre ordinateur, alors que MemoRecall est en fait une application web qui se déroule dans votre navigateur préféré. Alors, MemoRecall, lui, va être vraiment centré sur la lecture de près et autour du document vidéo, de la captation vidéo. MemoRecall va en fait combiner deux approches. La première approche, c'est ce que l'on peut appeler une approche intra-documentaire, c'est-à-dire annoter la vidéo elle-même, donc travailler uniquement sur expliciter la captation avec des annotations textuelles. La seconde approche, c'est ce qu'on appelle une approche interdocumentaire, et ça c'est en suivant justement ce que peut dire Suzanne Brier dans un texte qui s'appelle La documentation, où là il s'agit de relier la captation à un ensemble documentaire, donc de relier la captation à des documents et également à des pages web. Donc, si vous voulez, l'idée, c'est de dire qu'il est non seulement important de collecter des documents autour de la captation vidéo, donc de créer un corpus documentaire, mais également de les relier entre eux et donc de les greffer, si vous voulez, de la manière la plus pertinente possible à la captation vidéo. Donc pareil, une démo vidéo parce que c'est plus rapide. Donc vous allez dans votre espace et vous allez créer ce que l'on appelle une capsule. Le principe est le suivant, c'est de choisir sur YouTube ou sur Vimeo une captation et de l'appeler directement dans le logiciel, enfin dans l'application, et vous avez instantanément la captation qui est lue dans l'interface de MemoRecall. La première chose qui vous est proposée, c'est une nouvelle note qui va en fait fonctionner comme un surtitrage. Donc vous lui donnez un titre et vous lui choisissez un point d'entrée et un point de sortie. Donc le principe de MemoRecall, c'est vraiment de relier les annotations et ensuite les documents à des moments très précis de la captation. Donc voilà, donc là vous avez un premier surtitrage qui va permettre de dire qu'à ce moment-là, en fait, il y a l'entrée du public sur cette captation. On peut faire également exactement la même chose avec des liens Internet, donc pour relier des ressources en ligne. Donc là, en l'occurrence, c'est le site, la description de l'œuvre sur le site des artistes. Donc là, on ajoute, donc on va donner un titre à ce document. On va pouvoir également rajouter éventuellement des compléments d'information, un auteur, etc. Et
on va pouvoir faire exactement la même chose pour des documents que l'on va pouvoir cette fois-ci uploader, télécharger et relier à la captation vidéo. Donc c'est par exemple intéressant si l'on souhaite avoir notamment le dispositif scénographique, si l'on souhaite avoir des documents d'archives, si l'on souhaite avoir la partition de l'œuvre, etc., etc. Donc de cette manière-là, en fait, on va créer une capsule dans laquelle tous les documents vont être organisés par rapport à la captation vidéo. Et donc ça, cette vidéo-là vous présente le résultat, donc toujours à partir d'une des œuvres de Adrien Mondeau et Claire Bardenne. Et donc là, vous voyez, en fait, vous avez accès à ces documents que vous pouvez consulter directement en ligne depuis votre navigateur. Voilà. Alors, Memory Call, en fait, est quelque chose qui va bien au-delà aujourd'hui du projet initial et qui est utilisé donc effectivement à des fins de documentation et de préservation, mais également à des fins de publication, puisqu'en fait ça peut remplacer, j'imagine que vous vous souvenez de ce bon vieux DVD-ROM qui accompagnait parfois des publications. Donc en fait Memory Call peut tout à fait remplir cette fonction-là. Et on développe également de nombreux ateliers à la médiation numérique et de manière beaucoup plus large à l'éducation aux médias avec Memory Call aujourd'hui. Et en fait, c'est quelque chose qu'on utilise de plus en plus avec les scolaires. Et donc, on commence depuis le collège jusqu'à l'université pour différentes activités autour justement de la sensibilisation à la fois à l'analyse et à la documentation des œuvres, mais également à l'éducation aux médias. Alors, comme vous l'avez vu dans Memory Call, le principe, c'est vraiment de prendre une captation vidéo à laquelle on va ajouter finalement des annotations, des liens Internet et des documents pour créer une capsule. Et cela, en fait, entraîne un processus qui est un processus de redocumentarisation. Donc, pour reprendre une expression qui est liée aux travaux du collectif TPDoc. Et la redocumentarisation, c'est vraiment cette idée finalement de documentariser à nouveau un document, donc ça je cite Manuel Zaclade, c'est vraiment cette idée finalement de réutiliser des documents dans des contextes spécifiques pour finalement en produire une interprétation et un nouvel usage. Donc finalement, si vous voulez, ce qui est un petit peu derrière tout ça, c'est aussi essayer de dire que la question de la conservation et de l'authenticité finalement d'une œuvre immatérielle, puisque c'est bien le problème des arts du spectacle, c'est que ce sont des œuvres immatérielles, et cette authenticité est quand même très difficile à saisir. Et donc finalement, c'est la lecture de la documentation, le fait que l'on puisse se référer non seulement aux traces, mais aux connexions entre les traces, et également à la sédimentation des annotations qui ont été laissées par différents interprètes, que ce soit les conservateurs, les commissaires d'exposition, les compagnies, à qui la réinterprétation des œuvres est confiée, qui va permettre d'établir finalement l'authenticité d'une œuvre qui est réinterprétée. L'intention artistique est vraiment quelque chose qui est difficile à saisir, et on ne peut pas justement simplement considérer qu'il s'agit, qu'il suffit finalement de lire cette intention artistique dans les déclarations de l'artiste, dans les fameuses notes d'intention, qui sont conservées également dans ces corpus. Mais l'idée derrière Recall et de Memory Call, c'est de voir si on peut finalement déduire l'intention artistique à partir de l'articulation des documents qui sont entre eux. Et donc, il nous semble justement que l'intention artistique va apparaître en filigrane dans une analyse inter- et intra-documentaire qui est permise par ces outils-là. Alors, on en est finalement à des prototypes. Ça a été possible également avec un certain nombre de partenaires que vous voyez ici, dont le ministère de la Culture qui a été extrêmement important. Voilà, donc on en est... voilà, c'est un processus qui est en cours et qui doit amener à se développer de plus en plus dans les mois et les années qui viennent.